Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être au rendez-vous pour cette belle rencontre que nous avons avoir la chance de faire ce midi avec un homme que j'ai envie de dire, il n'est pas un seul homme, il est plusieurs dans un même, parce que quand on lit à son sujet, il est dramaturge, comédien, metteur en scène, poète, romancier. Il est auteur de plein d'œuvres. Donc, bonjour à tous ces hommes. Bonjour Simon. Allô Marie-Ève. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, Écoute, oui. c'est vraiment un plaisir pour moi de te rencontrer. Pour une deuxième fois, toi, tu ne dois pas t'en rappeler parce que tu fais des tournées d'école, mais moi, je t'ai reçu dans ma classe Pour l'année vrai? passée. Ben, Et ça a été pour un vrai. réel coup de cœur. Je me souviens encore de ta grande enjambée de danse, de ta couleur et surtout du sourire que tu as mis au visage de tous mes élèves. Alors, ça me fait plaisir de partager ça pour le reste du Québec et même du Canada. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Alors, on va commencer. J'ai envie de te demander, parce qu'on sait que tu as un cœur d'enfant encore, de nous parler un peu de ton enfance, de quel était ce jeune Simon-là à cette époque-là? Ben, écoute, j'étais un enfant assez solitaire. C'est dans mon ADN, hein. Tu sais, il y a des gens qui sont plus solitaires que d'autres. Donc moi, présentement, c'est le confinement, je le vis plutôt bien parce que dans mon ADN, c'est correct d'être seul parfois. OK. Donc j'étais assez solitaire, puis en même temps, j'avais envie d'être bon à l'école, sauf que c'était pas facile pour moi. Mmh. J'avais une grande sœur, j'ai toujours une grande sœur, ça n'a pas changé. Elle s'appelle Vicky. C'est ma voisine, elle vit juste ici à côté. Allô, Vicky? OK. Et Vicky était vraiment très, très bonne à l'école et c'était facile pour elle. Elle se forçait pas nécessairement, puis elle avait toujours des bonnes notes, puis elle lisait beaucoup. Elle avait toujours une espèce de bulle qui se créait autour d'elle lorsqu'elle lisait un livre. Puis moi, j'essayais de lire, puis ça fonctionnait pas. Tu sais, j'essayais de rentrer dans la lecture, puis c'était pas facile pour moi. OK. Donc, ça m'a pris plus de temps, plus de travail que ma sœur pour avoir de bonnes notes, puis surtout pour développer l'envie de la lecture, parce que c'est pas tout le monde qui naît lecteur. Mmh. Moi, ça a été graduel, petit à petit. Puis il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter, sans doute que je l'avais racontée dans ta classe parce que c'est très fondateur de ce que je suis devenue. J'étais en quatrième année et je lisais un peu, mais pas beaucoup. Et ma professeure, un jour, qui s'appelait Marie-André, elle m'a dit que j'écrivais vraiment très bien. Elle m'a dit: «Ah, waouh, Simon, tu écris bien.» Je dis: «Oh mon Dieu, merci, c'est gentil.» «Oh non, vraiment, Simon, tu écris super bien.» Et dans ma tête, j'avais entendu un chant d'Alléluia. Ah! Je vais devenir un écrivain, c'est fabuleux. Sauf qu'elle parlait juste de ma calligraphie. C'est Ah. tout. Alors, la façon que je traçais mes lettres et non pas le contenu de mon Mmh. texte. Moi, je pensais que j'étais un écrivain. Donc, ça a commencé comme ça, mon envie d'écrire. C'est un malentendu qui est à l'origine de mon envie d'écrire. Puis le jour même, ben, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, ben, Simon, si tu es un écrivain, il faut que tu lises. Alors, j'ai OK. commencé à lire plein, plein de livres. Moi, je dis toujours qu'on est à un livre de devenir un grand lecteur. Moi, ça a été des Archie. Tu sais, la bande dessinée Archie, c'est pas de la grande littérature, mais c'est ça qui m'a donné envie de lire d'autres livres. Et à la fin de l'année, Marie-André m'a dit: «Simon, c'est fabuleux. Maintenant, tes phrases sont aussi belles que la façon que tu les traces.» Oh wow! Écoute, Donc, c'est sur la même idée, je te coupe parce que je t'en prie, ben oui, ben, en fait, c'est parce que j'ai un élève qui va un peu qui a une question à te poser, puis il me l'a oui, dévoilé, puis je trouve que ça va un peu dans la même OK. idée. C'est Olivier, cinquième année, de Saint-Lambert, qui lui avait une question justement sur ben, comment tu es devenu auteur. Fait que je vais lui laisser la place. Salut Olivier, est-ce que tu nous entends? Allô Olivier, est-ce que Allô, ton son Olivier? est ouvert? Attends un petit peu, je vais essayer de voir si je peux pas ouvrir ton son. Ah, malheureusement, on ne t'entend pas, mon cher Olivier. Alors, ce qu'on va faire, je vais poser ta question pour toi. On fait un dernier essai. Olivier, est-ce que tu peux essayer Est-ce que tu entends? un petit air Ah! d'opéra? Oh, on t'entend! Est-ce que tu entends? Ouais, j'entends. Oh, Ah yes! oui! OK, OK. Olivier, là, j'ai dit pendant que tu parlais, mais qu'on ne t'entendait pas, qu'il fallait que tu fasses un chant d'opéra. Donc, vas-y. Non, c'est quoi Moi, ta question, mon je vais le cher faire Olivier? sinon. C'est quoi ta question, mon cher Olivier? On t'écoute. Euh, Comment avez-vous décidé que vous vouliez devenir un auteur? Euh, D'où va ça? Ah, puis là, on peut peut-être rentrer dans auteur connu, hein, tranquillement. Là, tu nous as raconté un peu, Simon, que c'est venu un peu de la quatrième année, mais après, comment on dit qu'on veut devenir un auteur? J'avais donc ce rêve-là d'écrire. Très, très tôt, je voulais publier. Je pensais que ben, tu sais, j'avais besoin de ne pas juste écrire pour moi seule. J'avais envie de partager ce que j'écrivais. Puis je pense que c'était en secondaire 3 que ça a vraiment pris forme.
J'ai écrit mon premier roman du début à la fin sans copier personne parce qu'avant, j'avais copié beaucoup ma sœur. Elle écrivait des débuts d'histoire, puis je copiais un peu ce qu'elle faisait. Mais après ça, donc, secondaire 3, c'est là, je pense que j'ai vraiment senti que je voulais écrire des livres dans la vie. Et j'ai envoyé donc mon manuscrit dans des maisons d'édition à la courte échelle et chez Québec Amérique. J'avais peut-être 15 ans. Puis les 2 maisons l'ont refusé. Mais j'ai pas baissé la tête pour autant. J'ai pas baissé les bras. Je me suis dit, ben écoute, je suis peut-être pas prêt. Je me suis jamais dit, je suis peut-être pas bon. Hein? C'est très différent. Un refus, ça veut pas dire que tu n'es pas bon. Hein? Ça peut vouloir dire que tu n'es pas prêt. Alors, j'ai continué à travailler. J'ai étudié donc au cégep en littérature, puis j'ai après ça poursuivi à l'UQAM, donc à l'université en études littéraires, puis j'ai bifurqué pour devenir comédien. Mais donc l'écriture a toujours été, à partir de son secondaire 3, là, ça a toujours été assez précieux pour moi. Puis la publication, c'est arrivé quand j'avais 26 ans, 26-27 OK. ans. Oui, ça Ça veut fait. dire que tu as été vraiment persévérant, là, hein? Un J'ai été refus à très 15 ans, persévérant. Ça a été long avant d'être accepté. Et tu vois, je suis rendu à 50 livres, hein? Donc j'ai bien fait de pas lâcher. Eh bien, merci, Olivier, de ta Merci. question. Merci. Alors, nous, de notre côté, en fait, je voulais encore revenir sur l'enfant que tu étais parce que j'ai envie de savoir, parce que, tu sais, on est encore la personne qu'on était quand on était plus jeune. J'aimerais que tu nous parles un peu, si je te dis que j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'unique, qu'est-ce qui te définit, toi, dans ton unicité, disons? Ben, en fait, j'ai dit tout à l'heure que j'ai étudié en théâtre, puis en théâtre, on se fait reprocher beaucoup de choses. Ben, dans n'importe quel programme, sans doute, mais c'est qu'en théâtre, c'est toi le problème. C'est ta voix, c'est ton corps, c'est la façon que tu bouges. Et j'étais tombée sur une phrase de Jean Cocteau qui m'a fait beaucoup de bien. Jean Cocteau avait écrit: «Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi». Donc, notre unicité, je pense que c'est précieux. Je pense qu'on doit cultiver tout ce qui nous différencie des autres. Je pense souvent que c'est une force. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sentais pas que c'était une force. Je sentais que Mmh. c'était un boulet. Dans Mmh. certains cas, je trouvais que ma différence me nuisait. J'avais envie de me fondre beaucoup, beaucoup dans la classe, puis de pas. Je pense que ma nature était. J'avais quelque chose d'effervescent tout en étant très solitaire. Il y a un paradoxe en moi, Mmh. c'est-à-dire d'aller dans la lumière, puis d'aimer aussi être dans l'obscurité. Il y a un jeu constant chez moi. Donc, je pense que l'unicité, j'aurais aimé ça plutôt l'aimer. Ça m'a pris du temps avant d'aimer mes écarts, d'aimer ma flamboyance, parce qu'il y en a chez moi. J'avais Euh, pas remarqué, Simon. non, t'avais pas remarqué. Mais donc, aujourd'hui, tu sais, j'embrasse complètement mon unicité, puis je suis heureux d'être différent. Mais c'est sûr que quand tu es jeune, là, je sais à tous les jeunes qui se sentent uniques et différents, Ouais. peut-être que présentement, c'est dur, mais mon Dieu, que ça va devenir un atout dans la vie. Parce que c'est plate d'être comme tout le monde. Mon Dieu, que c'est ennuyant qu'on est tous identiques. C'est comme des maisons. Moi, je trouve ça ennuyant quand toutes les maisons sont pareilles, côte à côte. Moi, je trouve ça triste. J'aime ça, des maisons qui ont quelque chose d'unique, donc une couleur différente ou un matériel unique. Donc, vive l'unicité. Soyons uniques. Ben, c'est très beau. En fait, je te parle de ça parce que cette semaine, le thème des capsules que je faisais, c'était justement sur le thème de la différence. Puis, tu le sais peut-être pas, mais toute la semaine, on dévoile un peu tes œuvres, ce que tu fais, tout ce qui est littérature aussi. Puis, tu sais, tu en as fait vraiment de tous les styles, mais toujours en... Moi, j'aime dire que tu magnifies la différence, là. Tu la Ah, rends belle et riche. À ce sujet-là, avant qu'on rentre dans tout ton travail d'auteur, tout ça, j'ai quelqu'un qui est avec nous, qui s'appelle Zach, deuxième année, et lui avait une question à te poser. Alors, je vais faire entrer Zach dans notre discussion. Bonjour, Zach. Allô. Allô, alors Zach, hello, Zach. Simon, il t'écoute pour ta question. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire tes livres? Ah, mais écoute, très, très bonne question parce que tout commence de l'inspiration. Tu as nommé le bon mot, l'inspiration. Qu'est-ce qui nous inspire? Moi, je pense que tout est inspirant, Zach. Premièrement, notre propre vie. Tu sais, ce que tu vis, toi, tu pourrais écrire sur ce que tu vis tous les jours, sur ton quotidien présentement, sur tes amitiés, sur tes déceptions. Tout ça, c'est intéressant. Puis on disait tout à l'heure, on parlait de différences. Moi, j'aime beaucoup mettre en lumière les différences. Même Marie-Ève a dit le mot magnifier, ce qui est un mot que j'aime beaucoup. Ça veut dire rendre magnifique, rendre beau la différence.
Dans un de mes livres, Le pelleteur de nuages, par exemple, c'est quelqu'un qui a du vitiligo. Ça, c'est une dépigmentation de la peau, souvent sur les jointures pour commencer. Le pigment s'en va. Et j'ai donc écrit un texte sur rendre beau cette dépigmentation de la peau, ce vitiligo. Je pense que dans la plupart de mes histoires, il y a souvent ça. Des fois, c'est des rencontres que je fais dans des classes qui m'inspirent, comme dans la classe de Madame Marie-Ève. Et d'ailleurs, mon histoire sur le vitiligo, le pelleteur de nuages, j'ai eu l'idée dans une classe, un peu comme celle de Marie-Ève. Il y avait un élève qui cachait ses mains parce qu'il ne voulait pas que je voie ses taches blanches. Et j'ai donc voulu qu'il trouve ses taches belles. Donc, je te dirais que l'inspiration, c'est partout, c'est autour de toi et c'est en toi. Il faut juste être à l'affût. Ça veut dire ouvrir grand ses yeux et observer. Puis de ne pas avoir peur de raconter ce qu'on vit, parce qu'on est tous intéressants. Donc, si tu veux raconter ta vie, Zach, c'est vraiment une bonne idée aussi. Hey, merci, Zach, pour ta question. Bye bye. Bye, merci, Zach. Par rapport à ça, tes inspirations, dis-moi donc, là, c'est ma question personnelle. C'est quoi la partie du réel et de la fiction dans tes œuvres que tu fais? Ça varie énormément. Ouais. Je te dirais que j'ai souvent un projet qui est plus personnel, près de l'autofiction. Okay. D'ailleurs, le roman que j'ai achevé en confinement, c'est un roman d'autofiction. Et là, le prochain que j'en alterne souvent entre 2 romans et l'autre est très, très fictionnel. Donc, je varie beaucoup. Mais c'est sûr que même dans mes romans les plus fictionnels, les plus imaginés, oui, il y a une grande part qui vient de moi. Souvent, c'est que ça a l'air loin de moi parce que des fois, le personnage peut être une fille de 15 ans. Je suis loin d'être une fille de 15 ans. Et pourtant, j'ai ça en moi aussi. Je me dissémine dans tous mes personnages. Donc, même quand c'est de la fiction pure, il y a beaucoup de ce que j'ai été. Donc, je te dirais qu'il y a toujours de moi dans tout ce que j'écris. Okay. Je pense que la plupart des auteurs, c'est comme ça. Il y en a certainement qui sont très bons pour bâtir, mais même quand on bâtit des mythologies, on se dissémine souvent dans nos personnages. Parce que la nature humaine, la première qu'on connaît, c'est la nôtre. Hein? Donc, par rapport à ça, il est beau ton chandail, montre-moi donc ton chandail. Je pense que c'est en anglais, je m'excuse, mais il est vraiment cute. Oui. C'est la paix. Je le trouvais beau. Bon, OK, en lien avec ça, parce qu'on est en Facebook Live, hein, donc je dis aux jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Hey. J'en ai plusieurs qui ont rentré. D'ailleurs, c'est par rapport à l'inspiration. Il y a Carolina en 4e année qui nous demande: as-tu déjà manqué d'imagination quand tu étais à l'écriture d'un roman? Soit la fameuse là, page blanche, j'imagine. Ben oui, certain. La page blanche, ça existe certainement, mais moi, la page blanche, je pense que je peux la combattre. Je disais tantôt à Zach d'être à l'affût. C'est vrai que quand je suis un peu bloquée dans mon histoire, j'essaie vraiment d'ouvrir grand les yeux et d'observer la vie autour de moi. Et souvent, c'est dans l'actualité. Souvent, ce qui va m'aider, c'est je lis beaucoup les journaux, j'écoute les nouvelles, puis il se passe tellement plein de choses. Bien, là, présentement, il se passe beaucoup de choses, mais il se passe toujours, même quand tout a l'air plus calme, il se passe toujours des choses partout dans le monde. Et ça, c'est un matériel fabuleux. Pour moi, ça donne un nouvel élan souvent. Hey, telle anecdote ou tel fait divers, ça pourrait peut-être me donner du carburant. Et je reviens toujours à ça, ma propre vie, ma propre intimité est aussi un carburant. Donc, oui, j'y crois. À la page blanche, ça peut arriver, mais en étant à l'affût, on combat ça. Et sinon, on se donne des contraintes. OK, je vais faire intervenir un nouveau personnage qui va avoir un grand défaut puis une grande qualité. Puis donc, on se donne des petits défis où des fois, je cherche un nouveau mot que je n'ai jamais utilisé. Puis je fais « Hey, ce mot-là, je ne l'utilise jamais. Je vais me donner une contrainte. » Donc, ça fait jaillir l'écriture, la contrainte, souvent. Puis ton quotidien, là, j'ai l'impression que toi, tu vis 24 heures sur 24. Mais ton quotidien d'auteur, mais t'es pas juste auteur, là, je mets la lumière sur auteur, là, mais à quoi ça ressemble un quotidien d'auteur? Bon, on parle de, c'est peut-être plus solitaire, mais est-ce que tu donnes une routine d'écriture? Comment tu fonctionnes? Moi, j'aimerais ça être... tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Tremblay depuis très longtemps et en partie aussi pour la façon qu'il travaille. Il se discipline vraiment beaucoup. Il écrit pendant peut-être 4 mois. Le matin, il est à Key West. Là, il est de retour, évidemment, là, mais il y a vraiment un rituel. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont des rituels, puis je pense que c'est personnel à chaque auteur. Moi, quand j'avais du temps pour écrire, c'est-à-dire quand j'avais moins de contrats de plein de choses, de comédien, de chroniqueur, ma vraie nature, c'était tard le soir. C'est là que j'étais le plus inspirée. Puis souvent, j'écrivais même une partie de la nuit.
Puis là, il est arrivé les conférences dans les écoles, c'était plus compatible. Donc, j'ai dû combattre ma vraie nature d'auteur nocturne et je suis devenu un auteur diurne et j'écris partout. Donc, j'ai pas de routine. Souvent, ça m'arrive d'écrire même dans mes pauses de conférences dans les écoles. J'ouvre mon ordi, je travaille partout. Puis moi, j'ai une faculté, je pense que je suis vraiment fière de ça, mais c'est le hasard. Je peux me concentrer n'importe où. Donc, il y a comme une bulle maintenant qui se crée facilement autour de moi, comme ma sœur quand il lisait. Je peux être dans le métro, j'ouvre mon ordi puis je travaille pendant 1 heure. Tu sais, si le trajet est loin, je suis content, j'ai plus de temps pour écrire. Et je suis comme dans mon bureau. Donc, des fois, les gens se rappellent, je vais dire dans mon bureau, mais je me sens vraiment dans ma bulle. Et là, présentement, bien, là, on vit une ère un peu c'est un moment assez unique. J'écris, là, j'ai plus une routine. J'écris beaucoup le matin, mais le matin à partir de 10 heures. Donc là, on est dans mon moment d'écriture. OK. Donc là, je me sens inspirée parce que je suis avec vous, mais je vais retourner écrire tout à l'heure parce que là, ça va bien, je suis sur une belle lancée. Qu'est-ce qui te sort de ta bulle, Simon? C'est facile pour moi de sortir. Tu sais, Ouais. là, je dis que j'ai une bulle étanche, c'est vrai, mais je suis aussi très bon pour procrastiner. Ça veut OK. dire remettre à plus tard, là. Ce qui m'aide dans la vie, c'est les dates butoirs, qu'on appelle en anglais les deadlines, les dates Ouais. butoirs. Donc, je dois remettre un texte avant telle date. Ça, c'est un bon... ça m'aide beaucoup pour moi, pour être efficace. Mais quand j'ai pas de date butoir, c'est facile pour moi de faire « Oh, je joue une partie de Docteur Mario, c'est donc bien plaisant. » Ou « Ah, ce livre que j'ai déjà lu, je vais le relire. » Et « Ah, cette série qui m'intéresse donc. » C'est facile de mettre le doigt dans autre chose et d'être aspiré. Donc, c'est pour ça que la rigueur, la discipline, c'est souvent important quand on est auteur parce qu'on est notre propre patron. Hein, j'ai pas un boss qui me dit, à part mes directeurs littéraires, puis j'écris aussi pour la télévision, des fois, c'est des dates butoirs qui m'aident beaucoup. Mais donc, je m'impose des contraintes. Je m'impose, essaie de terminer tel chapitre pour la semaine prochaine. Donc, ça m'aide beaucoup, je pense. Fait que la vraie vie, c'est jeux vidéo, séries, autres romans. C'est ça? Ça ressemble un peu à Oui, ça? OK, ça OK. ressemble pas mal à ça. J'ai une autre question qui vient de rentrer, puis je trouve ça quand même pertinent. C'est Ève, qui a 11 ans. Elle demande, tu sais, tu parlais de propre patron. Est-ce que tu es aussi ton propre critique littéraire? Dans le sens, est-ce que tu as peur qu'on n'aime pas ce que tu vas sortir comme roman ou comme Et album? ça, c'est vraiment... Je pense que ça angoisse beaucoup, beaucoup d'artistes, ça, la réaction, la réception de Oui. notre œuvre. Quand je crée, j'essaie de pas, en bon québécois, me badrer de ça. Ma mère disait ça, se badrer, j'aime beaucoup cette expression-là, se préoccuper. Parce que si on est toujours en train de penser, est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce que... Je trouve que ça coupe l'élan. Puis c'est ennuyant de couper l'élan. L'élan, il est précieux. On doit le préserver parce que l'élan, ça dit, c'est une swing. Puis si on l'interrompt, on ne se rend pas où on voulait se rendre. Je pense que ces préoccupations-là arrivent juste avant la publication. Dans le travail éditorial, c'est-à-dire quand je termine mon manuscrit, c'est-à-dire mon premier jet de mon roman, qu'on doit même appeler un tapuscrit parce que je le tape. Alors, quand j'amène mon tapuscrit à ma directrice littéraire ou mon directeur littéraire qui est comme un prof, il va me proposer ou elle va me proposer des modifications. OK. Et moi, j'accepte ou je refuse. Dans certains cas, c'est un atout. Dans d'autres cas, je fais « Ah non, j'ai vraiment raison. J'aime vraiment plus ce que j'ai fait. » Puis c'est correct, hein? C'est notre nom qui est sur la couverture d'un livre. Ben Donc, oui. puis après ça, là, je fais lire souvent à des gens très, très près de moi. Pas beaucoup, là, deux maximum. Et si eux aiment ça, moi, je me dis toujours, si moi, j'aime ça, mon directeur ou ma directrice littéraire aime ça, puis mes amis proches aiment ça, il risque d'avoir des gens qui m'aiment me suivre. Moi, c'est beaucoup ma philosophie, qui m'aiment me suivre, puis ceux qui ne m'aiment pas, c'est bien correct. Il y en a tellement d'autres qui m'aiment que je suis bien heureux comme ça. Tous les gens ne peuvent pas t'aimer, c'est vraiment correct comme ça. Je n'aime pas tout le monde non plus, c'est tout à fait normal. C'est étonnant. Est-ce que je suis du côté Ah noir mon ou Dieu, du côté... toi, je t'aime. Toi, je t'aime. Je vais retourner dans ta classe. OK. Bon, écoute, il y a d'autres questions qui sont rentrées. Il y a Émilie, 5e année, qui me demande, en fait, je pense qu'elle est bien impressionnée que tu mènes de front toutes tes passions. J'ai l'impression, là. Oui. Tu sais, que tu te concentres pas nécessairement à une chose. Comment tu fais pour avoir, genre, 4 métiers? Être chroniqueur à radio, à télé, auteur... Attends, c'est vraiment la question. Comment faites-vous pour faire 4 Ouais, métiers en même temps, c'est Simon? vrai. Comment fais-tu?
Des fois, c'est un peu schizophrénique. Hein. Des fois, c'est un peu. J'ai plusieurs casquettes. Tu sais, là, je porte une casquette parce que j'ai les cheveux vraiment trop échevelés. J'ai écrit sur votre page, j'ai les cheveux farfelus aujourd'hui, je vais mettre ma casquette. Donc, j'ai plusieurs casquettes, c'est vrai. Auteur, comédien, metteur en scène aussi. Et moi, j'aime la variété dans une vie. Puis j'ai toujours trouvé que nous limiter à un seul métier, c'est tout à fait possible, naturellement. Mais quand on est travailleur autonome, il y a on peut encore plus embrasser la variété puis toutes les possibilités qu'il y a en nous. Je disais tantôt que j'étais un gars très solitaire puis en même temps très flamboyant aussi, capable des deux, d'ombre et de lumière. Bien, c'est pareil pour les métiers. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie. Et Kim Thuy, qui est une de mes amies, dit souvent qu'elle a été longtemps avocate, après ça, elle a été restauratrice. Ouais. Elle avait un restaurant. Ouais. Puis là, après ça, elle est maintenant écrivaine. Puis elle dit, je ne sais pas dans 10 ans ce que je vais faire. Et je trouve ça inspirant qu'une femme de 50 ans se permette ça. Ouais. Donc, moi, l'écriture, présentement, ça me rend hyper heureux, mais j'aime plein d'autres choses. Donc, j'aime ça, me réserver du temps aussi pour même danser. Tu sais, pendant un bout de temps, j'ai même pensé devenir longtemps danseur. J'adore danser. C'est drôle, c'est un auteur qui danse. Ben pourquoi pas? Tu sais, ça peut coexister, certainement, un auteur dans son corps. Ben oui. Donc, je te dirais que c'est pas toujours facile, mais c'est tellement stimulant que ça me donne de l'énergie de varier, de faire une conférence dans une école, puis après ça, d'aller dans un tournage. J'aime ça. J'ai besoin des deux. Là, ces temps-ci, ce qui me manque, je pense, c'est les conférences, parce que ça me nourrit beaucoup. Puis là, présentement, je me trouve bien trop énervée. Je suis désolée pour les gens à la maison, mais c'est que j'avais hâte de prendre parole. On est-tu la première personne à qui tu parles? Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout. Oh, c'est très drôle. Écoute, le temps file, mais j'ai envie de t'entendre. C'est moi, là. J'ai envie de t'entendre sur, si je te dis deux mots, là, si je te dis empathie et normalité, je veux te faire réagir, là. Écoute, moi, l'empathie, je pense que c'est tu as dit différence tantôt, puis c'est vrai que c'est au sein de mon écriture, mais l'empathie, c'est vraiment la pierre angulaire de ce que j'ai envie de créer. C'est-à-dire que notre faculté à nous mettre dans la peau des autres, ce qui est l'empathie, pour moi, c'est la chose la plus précieuse d'un être humain. C'est ça qui, pour moi, je parlais d'ADN tantôt, j'ose croire que l'empathie fait partie de la race humaine, notre faculté à être conciliant et à être bienveillant pour les autres parce qu'on se met dans leur peau puis on réalise qu'on n'est pas tous, on ne part pas tous au même niveau dans la vie, on n'est pas tous privilégiés de la même façon. Puis à partir de cette connaissance-là, je pense qu'on voit le monde différemment, avec plus de bienveillance. Donc l'empathie mène à la bienveillance et donc dans tout ce que j'écris, il y a toujours ce souhait-là que le lecteur puisse s'immerger, rentrer dans la peau du personnage que je crée. Au même titre que moi, j'ai fait la même chose. Hein. C'est un acte empathique de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a une différence. Par exemple, comme dans Florence et Léon, où c'était deux personnages, une personne qui a la fibrose kystique et l'autre qui est semi-voyant, on va dire malvoyant. Et donc, les deux rentraient en collision et se mettaient dans la peau de l'autre. Donc, l'histoire était une histoire d'empathie. Mais dans toutes mes histoires, je pense que c'est vraiment précieux. Tu m'as dit normalité, c'est l'autre terme. Normalité, j'ai rien contre la norme, mais j'aime toujours, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui dépasse. J'aime ça quand ça twist, quand ça retrousse, on va dire quand ça retrousse. Tu sais, mettons quelque chose qui est mal plié. J'aime pas ça, moi, à la télévision, quand tout est trop placé. J'aime ça quand il y a quelque chose d'un peu échevelé, justement. Okay. Donc, je pourrais assumer ma chevelure échevelée. Assume-la, Simon! J'ai tellement de casquette. Donc, assumons, c'est couette. Puis, donc, j'aime ça quand ça dépasse. Et donc, ça veut aussi dire de sortir de la normalité. C'est tout à fait correct. Tu sais, c'est qui a décidé que ça, c'était la norme? Puis souvent, d'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que faut sortir de sa zone de confort pour que la magie opère. Bien, donc, sortons aussi de la norme un peu pour que la magie puisse, une zone de danger pour soi, mais c'est bien de se mettre en danger, je pense. Avant qu'on parle un peu de tes projets futurs, j'ai envie de te demander si tu t'adressais, parce qu'on parle de la différence, si tu t'adressais, si tu t'adressais au jeune Simon là, quand tu étais petit, puis tu aurais un conseil à lui donner pour son futur, ce serait lequel? Bien, ça serait sans doute d'assumer le plus vite possible Ouais. son unicité, mais surtout, moi, tu sais, je pense que la plupart de mes livres, il y a beaucoup de ça, même si je ne parle pas nécessairement de Simon 5 ans, Simon 10 ans, il y a Ouais. beaucoup le désir de le prendre dans mes bras puis de Ah. dire ça va tellement bien aller. Donc, je pense qu'il y a un désir de me rassurer. Euh,
Mais moi, j'ai comme tout le temps eu l'impression que les belles choses arriveraient dans la vie, ce qui est un atout. Il y a plein d'enfants pour qui n'ont pas cette intuition-là, que les belles choses viendront. Mais je vais juste sortir de mon propre nombril de quand j'étais jeune pour me tourner vers les nombrils des autres pour leur dire à tous les enfants que dans la plupart des cas, les belles choses arrivent pour vrai. Des fois, c'est des mal nécessaires. Il y a des moments de notre vie qui ne sont pas toujours faciles. Moi, notamment, la cour d'école, tu sais, pour plein de gens, la cour d'école, c'est stimulant, c'est un endroit ludique de jeu. Moi, c'était un lieu anxiogène. C'était un endroit qui était stressant pour moi parce que j'avais pas tant d'amis. Puis j'avais peur des ballons, j'avais peur de la violence aussi, parce qu'il y a une forme de cruauté dans les cours de récréation. Puis c'était comme une espèce de périmètre sécurisé, comme une prison. Puis j'ai rapidement, le plus tôt possible, j'ai pu fuir cette cour-là. J'étais sur tous les comités. À l'école, j'étais sur le comité mural, la caisse populaire, j'ai tout. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Je me suis comme un peu mis à l'abri parce que j'avais peur de ça. Donc, je dirais juste à tous les enfants pour qui c'est pas facile qu'on peut se protéger le plus possible et que les belles choses vont venir. En tout cas, j'ai tellement l'impression que toutes les belles choses ont déboulé dans ma vie. Puis ça n'a pas été facile pour moi, j'insiste, ça n'a pas été facile. Fait que Simon, c'est toi qui as parti l'arc-en-ciel, ça va bien aller? Ah, c'est vrai, je dis ça. Eh mon Dieu, puis pourtant, tu sais, mais non, mais j'aime ça, l'arc-en-ciel, absolument. Mon Dieu, c'est que je trouve que en même temps, c'est plus complexe que ça. C'est que ça va. Là, présentement, c'est autre chose. Ça va bien aller, puis en même temps, ça va pas bien aller pour tout le monde. Il y en a qui vivent des choses vraiment compliquées, puis je suis très conscient de ça. Je reviens à ça. Je suis vraiment un privilégié parce qu'il me manque de rien présentement. Des amis, là, j'aimerais ça voir des amis, mais bon, il y a Zoom pour ça. Et nous? Il y a nous! Écoute, avant qu'on se laisse, tu as sorti un nouveau livre. Il y a une série qui s'en vient aussi. Puis est-ce que je me trompe que c'est inspiré du magnifique album Florence et Léon? Absolument. Parce que moi je tripe sur cet album-là, donc j'ai vraiment hâte de voir la série. Ça sort bientôt, si je ne me trompe pas? Bien, écoute, ça devait sortir au mois de mai, sauf qu'on était en plein tournage. On avait tourné peut-être une dizaine de jours sur les 35 qui étaient prévus. Moi, je joue le professeur de français de Léon et de Florence. Donc, là, ça se passe, sont en secondaire 4. Donc, ils ont tous autour de 15-16 ans. Et moi, je suis un professeur de français et dans un corridor. Donc, il va y avoir une collision entre Florence et Léon, comme dans le livre. Tout le reste, évidemment, l'album, c'était très court. Donc, je suis partie de ça. Ça va s'appeler 6 degrés parce que c'est ce que voit le personnage. Il voit vraiment 6 degrés. Il va laver à travers le trou d'une paille. Et voilà. Donc, et Florence, elle respire par le trou d'une paille. C'était le lien empathique entre les deux. Et donc, c'est à Radio-Canada, mais on ne sait pas quand ça va être diffusé. Là, tout est reporté un peu. Et j'avais un autre livre qui va sortir plus tard parce que tout a été un peu repoussé. Mais mon dernier livre, ça s'appelle « Je vais à la gloire », qui est pas loin. Là. Oh mon Dieu, il est plus loin. Je ne vais pas aller le chercher parce que c'est trop loin. Mais « Je vais à la gloire », c'est justement, je parlais de gloire tantôt, c'est de flamboyance. C'est un personnage qui est très discret, qui vend des sushis, qui fabrique des sushis, qui les confectionne et il doit aussi appeler les gens dans l'épicerie pour venir goûter un plateau de dégustation. Et il n'est pas très habile parce qu'il ne parle pas très fort. Il dit « Venez manger mes sushis ». Et là, on lui met un micro-casque pour augmenter le volume de sa voix dans l'épicerie. Et là, il se met à chanter « Venez manger mes sushis ». Et là, ça devient une espèce de hit dans l'épicerie. Il devient une star. Et donc, c'est son moment de gloire. Donc, il dit au départ « Je vais travailler à ces oiseaux ». Puis là, il finit par dire « Je vais à la gloire ». Donc, on a tous des petits moments de lumière dans tous les métiers différents. En tant qu'auteur, en tant que professeur, mais même en tant que épicier, ou je pense qu'on a tous des points chauds de lumière dans notre vie. On a besoin parfois de briller. Voilà. Hey, merci Simon, j'en aurais entendu encore. Ta couleur nous fait du bien. Hein? Les journées moins ensoleillées, on va penser à Simon Boulris. Pour ceux qui nous écoutent, en ce moment, on a mis le lien en bas du chat là, du livre de Simon. Ce vendredi, moi, je vais faire la lecture de Florence et Léon. Alors, ça sera peut-être un bel, je sais pas, un petit coup de clin d'œil pour la suite de la série qui s'en vient, j'espère prochainement. J'ai vraiment hâte. Alors, Simon, merci d'être prêté au jeu. Bravo pour tout ce que tu fais. C'est tellement beau ce que tu fais. Tu vulgarises de façon brillante. Puis si jamais il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Je réponds sur Instagram, sur Facebook, ça va me faire plaisir. Parfait, un gros merci. Bye bye, Simon. Merci, bye tout le monde. Bye.